Bonjour. À l'occasion du passage d'Arthur Keller en Suisse pour des conférences et des ateliers, faisant suite à l'action de Guillermo Fernandez face au gouvernement fédéral, nous avons le plaisir d'avoir pu organiser cette rencontre entre Guillermo et Arthur. Alors Guillermo Fernandez, père de famille, ancien chef de projet qui vient de terminer une grève de la faim qui demandait au gouvernement de se former aux enjeux environnementaux de notre temps. Et face à lui, Arthur Keller, expert des risques systémiques, des limites et vulnérabilités écologiques et sociétales, ainsi que des stratégies de résilience collective. Alors pour commencer, Guillermo, activiste, militant, qu'as-tu fait? Est-ce que tu peux expliquer ton action en quelques mots? Alors, ni activiste ni militant, juste un père qui à 9 août s'est pris la claque de sa vie en réalisant que sa vie vivrait en enfer si rien n'était fait de significatif aujourd'hui. Et pris mon devoir à deux mains, identifié qu'étant seul, sans aucune relation dans ce genre de combat, et ne désirant pas se donner bonne conscience ni brasser de l'air, j'ai calculé que la grève de la faim serait l'action qui avait le plus de chances d'aboutir à quelque chose, sachant que ça pouvait n'aboutir à rien. Mais donc, meilleur calcul, meilleure option, disponible à mon pouvoir personnel. D'accord. Et c'est comme ça. Bien. Arthur, par rapport à cette action, quelle perspective ou quelle vision as-tu de cette démarche? Oui, alors, c'est pas juste une grève de la faim que tu as fait. Non, parce qu'il y a, entre guillemets, beaucoup de gens, il n'y a pas tant que ça, mais enfin, régulièrement, il y a des gens qui font des grèves de la faim, mais sans aller jusqu'au bout. C'est-à-dire que je ne dis pas que c'est nul ce qu'ils font, mais enfin, je veux dire, au bout de 2 semaines, 3 semaines, bon, ils lâchent l'affaire. Toi, tu n'as pas juste fait ça. Alors, en effet, et clairement, c'était le rôle du père qui, face à un danger mortel pour ses enfants, va exposer son corps entre le danger et eux. Comme un enfant qui se noie, au risque de se noyer, on va le chercher. Comme un enfant qui est agressé, au risque de mourir, on va s'interposer. Et dans mon calcul de père, je ne sais pas comment dire ça autrement, la capacité à augmenter leur chance d'un avenir non infernal me semblait plus importante que le simple fait d'être un père présent pendant que l'enfer arrive. D'autant plus que ma vie m'a permis d'assurer on va dire un bien-être matériel suffisant dans l'immédiat, même si je devais disparaître. Et que pour avoir connu des orphelins en grand nombre quand j'étais à Madagascar, je savais que je laissais mes enfants dans des conditions relativement bonnes, avec une famille très solide pour les soutenir de toute façon. Donc c'était un calcul un peu morbide, mais qui semblait bon à l'époque, et qui me semble encore bon aujourd'hui. Ça a fonctionné, mais comme je te disais juste avant, moi là où je te félicite, c'est pas parce que ça a fonctionné, c'est que je te félicite de t'être mis sur cette place, voilà, avec cette résolution clairement affichée. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est que tu n'es pas un activiste. Non. Voilà. Et c'est ça qui, je trouve, qui fait la force, parce que, encore plus de ce que tu as fait. Alors non, j'ai un ou deux trucs à dire là-dessus, moi. Donc déjà, bravo, donc félicitations, généralement. Déjà, tu as réussi à obtenir des choses, même si évidemment la posture ou le positionnement de l'État là-dessus est subtil. Voilà, ils vont dans ton sens sans dire qu'ils vont dans ton sens, mais on comprend tout à fait pourquoi, et on sait très bien. Mais par contre, j'ai vu aussi une ou deux réactions qui, personnellement, m'ont un peu outré, et notamment l'usage du mot chantage, en fait. Je ne considère pas que tu as fait du chantage. Si tu avais eu comme revendication, comme demande, si tu avais eu j'arrêterai ma grève si vous prenez telle décision politique, ça aurait été du chantage. Tu n'as pas demandé une décision politique. Tu as demandé à ce que les gens fassent le minimum, ce qu'on peut attendre comme minimum quand on a un citoyen d'exigence dans une démocratie avec des représentants. Le minimum, c'est que les gens soient au moins un minimum éclairés, compétents, éduqués sur les sujets les plus importants de notre temps, pour qu'ensuite ils puissent prendre des décisions informées et que tu ne leur dictes pas. Donc il n'y a pas de chantage, il y a une exigence citoyenne de base, et qu'on en ait besoin d'en arriver là aujourd'hui pour cette exigence de base est d'une tragédie terrible en réalité, pour nos démocraties, même si après on peut
disserter sur est-ce qu'on est vraiment en démocratie ou pas. Mais bon, voilà. Donc ouais, c'est en même temps un révélateur terrible de là où on en est. Et en fait, la raison pour laquelle tu as fait cette... dis-moi hein, si je me trompe. Tu as fait ce que tu as fait, c'est pas parce qu'on est dans une situation terrible. C'est parce qu'on est dans une situation terrible et que tu vois que la base n'est pas là qui permettrait éventuellement d'apporter des réponses à cette situation. C'est bien ça la tragédie, non? C'est pas tant un moyen de pression que j'ai cherché qu'un moyen d'avoir une voix qui puisse être entendue dans le discours permanent et dominant que tous les moyens de communication aujourd'hui nous poussent en permanence. Et là, je compte le discours politique, je compte la publicité, je compte la manière dont l'information est structurée dans les médias, que j'ai fini par percevoir comme étant une entreprise peut-être inconsciente mais efficace d'infantilisation de la population. Alors que la situation dans laquelle on est, c'est une situation qui au contraire demande des vrais adultes qui ont du courage, qui font des efforts et qui prennent leurs responsabilités. Et ce qui m'a le plus marqué, c'est quand j'ai eu l'opportunité de discuter avec Madame Sommaruga, qui est notre ministre de l'Environnement, c'est que son propre discours en tant que ministre de l'Environnement vis-à-vis de la population est totalement infantilisant. Et qui consiste à dire c'est pas si grave, vous en faites pas, nous gérons, il y a 1 million de solutions, pas de souci. Et donc c'est totalement désarmant. Et comme je n'ai pas des milliards à poser sur la table pour être dans toutes les télés, un outil qui était à ma disposition pour la voix, c'était exposer ma vie. Concrètement, c'est la seule chose qui était vraiment efficace à ma disposition. Pour revenir justement sur ce rôle que tu as pris, alors Arthur, tu définis 8 dimensions au niveau desquelles il faut jouer pour une transition environnementale, sociétale, et 5 rôles. Alors on ne va pas les décrire ici, on pourra renvoyer à d'autres vidéos, tu présentes ça. Et dans ces 5 rôles, tu distingues les penseurs, les faiseurs, les coordinateurs, les inspirateurs et les facilitateurs. Et puis la question ici que j'aimerais poser, c'est finalement, Guillermo, par rapport à ces 5 rôles, tu te vois où? Et puis peut-être, Arthur, comment est-ce que tu vois Guillermo dans je dirais, ce work in progress de cette définition de ces rôles? À la rigueur, je peux juste rebondir parce que je voudrais préciser la question. Effectivement, moi, j'ai élaboré ce modèle pour donner à chacun la possibilité de savoir à quel endroit ou à quels endroits il peut se positionner lui-même. Quel rôle, au singulier ou au pluriel, il peut jouer dans le grand projet de transformation, quoi. Cela dit, c'est un work in progress, comme on dit, d'accord? Je n'ai pas la prétention de dire, voilà, c'est ça, c'est l'absolu, j'ai raison. Et ton cas de figure, justement, il est un petit peu à la frontière, à la limite. Alors, donc moi, pour préciser cette question, globalement, au final, pas ce que tu as fait, mais plutôt ce qu'a déclenché ce que tu as fait, te positionne plutôt au final, selon moi, dans la catégorie des inspirateurs. Mais au début, lorsque tu as décidé de faire ça, est-ce que tu avais cette dimension en tête, enfin, je ne parle pas de mon travail, indépendamment de mon travail, mais est-ce que tu voulais inspirer les gens, ou est-ce que ce n'était pas ça ton but? Parce que du coup, c'est vrai que ce n'est pas si évident que ça de te mettre dans mon modèle. Alors, je comprends bien parce que le résultat concret de mon action, de ce que j'ai pu mesurer chez tous les gens qui m'ont parlé, n'est pas inspirateur au sens d'idées concrètes. Il est inspirateur au sens de réveil quasi de valeur morale en fait, et de prise de courage. Il y a tout d'un coup des gens qui sont vraiment venus me dire, d'abord étonnamment me remercier, dans le sens que j'ai porté l'angoisse qu'ils n'osaient pas exprimer, et je l'ai posée dans le public, avec justement une voix qui était audible. Et en même temps, l'extrémité de l'action a remonté la barre de leur propre courage d'action. C'est-à-dire que tout d'un coup, des actions qu'ils envisageaient comme impossibles deviennent possibles dans leur capacité, concrètement. Après, quand je me suis lancé, j'avoue que je n'avais pas calculé tout ça.
Le but étant vraiment d'aller hurler sur la place, faites quelque chose, hein, c'était vraiment le message. A posteriori, ce que je me suis rendu compte, c'est que j'ai curieusement permis d'être un point focal qui a permis à un collectif d'émerger, c'est-à-dire que plein de gens se sont reconnus en moi et se sont reconnus entre eux comme étant pris de la même angoisse et du même besoin d'agir. Et donc c'est une inspiration, mais qui est vraiment de l'ordre de la création d'une communauté d'esprit, à proprement parler, indépendamment d'un contenu prédéfini. Et j'avoue que je ne sais pas, ça me tombe dessus, je suis encore en train de comprendre ce que j'ai fait et ce qui s'est passé, parce que j'en suis à peine sorti. Et la seule certitude que j'ai, c'est qu'effectivement, il y a un frémissement de mouvement qui est en place, un collectif qui s'est créé. Et très curieusement, alors ça a provoqué dans tous les groupements activistes qu'il y a en Suisse, et même au sein de la politique, des ouvertures de communication qui m'étaient fermées avant. C'est-à-dire qu'au moment où j'avais annoncé ce que j'allais faire, personne ne voulait me parler. C'était trop terrible, trop horrible, trop je ne sais pas quoi. Et dès les premiers jours, quand l'engouement populaire, en fait, qui était physiquement d'abord sur la place, hein, c'était vraiment les gens autour de moi, qui étaient venus témoigner d'empathie, de sympathie, d'aide, de remerciement, a été vu et a tout d'un coup ouvert les portes à tout le monde et dire en fait ce que cet homme est en train de faire n'est pas une atrocité, c'est d'une légitimité reconnue par le public dans une proportion telle qu'effectivement maintenant je peux parler avec des partis politiques, je peux parler avec tous les groupements activistes qui existent en Suisse. Et ce retournement est extrêmement curieux. Il y a une fenêtre qui s'est ouverte, j'ai l'impression, sur l'atrocité même du moment que l'atrocité de l'action est justifiée et qui a été reconnue publiquement. Je n'ai pas encore compris exactement, mais c'est en train de se passer. Tout d'un coup, la mort, la tragédie et la mort font partie de la discussion publique, alors qu'avant c'était interdit. Et le défi qui nous est lancé est un défi de tragédie et de mort, à proprement parler, et ça a été reconnu. Comme si la grève de la faim était la métaphore de ce qui arrive, c'est-à-dire qu'il y a la mort au bout et l'horloge qui tourne, et très très vite. Et si on ne fait rien, c'est la mort à la fin. Par rapport à ce que tu évoques, finalement, en devenant un inspirateur, malgré toi, ouais. Voilà, je vois que dans ces 5 rôles, finalement, on pourrait te mettre un petit peu dans ces 5 dimensions. Mais il y a un aspect, j'aimerais venir sur une des dimensions que tu évoques aussi, Arthur, qui est la reliance. Donc qui est quelque chose de vraiment important pour que les choses se fassent, hein, vraiment cet aspect un peu collectif. Et de lien social. Par rapport à l'action de Guillermo, comment est-ce qu'on peut voir cette reliance? J'aurais tendance à dire elle est partie d'une volonté de rapport de pouvoir, un petit peu, avec le gouvernement. Comment est-ce qu'on peut parler de reliance dans ce cas-là? Ta vision va dans quel sens par rapport à ça? Alors, en l'occurrence, c'est mon analyse comme ça, au premier abord, c'est qu'effectivement, ton but à la base n'était pas nécessairement une reliance. Toi, tu as voulu, tu as fait ce que tu devais faire. Voilà, et une fois de plus, bravo, parce que la grande majorité des gens, je suis sûr que tu n'es pas le premier à y penser, mais qui le fait? Voilà, qui va jusqu'au bout? Donc c'est le fait de l'avoir fait qui force le respect, mais c'était dans un esprit de création d'un rapport de force. Parce que c'est le seul levier que tu avais, en fait. Cette reliance, elle s'est organisée de manière organique, spontanée. C'était un effet de bord pas prévu. Mais ça, quelque part, moi, ça me surprend pas. Après, ça marche pas à chaque fois. En l'occurrence, ça a pris, mais ça me surprend pas parce qu'il y a différents niveaux, je vais pas revenir sur mon travail, mais différents niveaux de travail qui doivent se cumuler et qui ne sont pas nécessairement
a priori coordonnés, mais qui au final concourent à une même chose. Parmi les différents niveaux sur lesquels il faut agir, il y a un niveau de sensibilisation, un niveau d'information du public, un niveau de jouer également sur des récits, des émotions, des machins, qui fait que globalement, des choses progressent. Je ne dis pas la société progresse, hein. Je dis juste, parce que la société, à mon avis, elle ne progresse pas dans un sens ou dans un autre, et surtout elle se fracture entre des gens qui comprennent qu'il faut changer, d'autres qui ne veulent absolument pas, d'autres qui se replient, etc. Bon. Mais globalement, il y a quand même une frange de la population qui grossit, qui prend conscience, connaissance et conscience de ce qui est en train de se passer. Et là, il y a une espèce d'inertie qui grossit. Mais cette inertie, pour s'exprimer, a besoin d'étincelles. Elle a besoin d'un moment, d'une situation, d'un contexte, d'un cadre qui est créé et qui fait que d'un seul coup, il y a des gens, un certain nombre de personnes, qui vont utiliser ça comme une opportunité pour basculer. Voilà. Et toi, tu as été cette étincelle pour un certain nombre de gens, je ne sais pas combien, mais qui, justement, grâce à toi, on dit « allez, j'y vais ». C'est bon, c'est le moment. Voilà. Donc, tu as créé un de ces moments qui, on verra bien ce que l'histoire derrière raconte, mais qui peut être un moment clé. Voilà, peut-être un moment clé. J'espère. Alors ça suffira pas pour sauver le monde. Hein. Oh non. Tu le sais. Hein. Oh, je le sais. Mais bon, si ça peut faire avancer le schmilblick... Ça suffit pour justifier de continuer à se bagarrer, concrètement. Ouais. Pour moi, en tout cas, clairement. Clairement. Bien, alors justement, continuer à se bagarrer ou à faire. Hein, déjà, laisse-le se reposer quelques jours. Encore le droit. Faut récupérer un petit peu. Voilà, hein, tu retournes dans le coin du ring et puis tu te reposes un moment, tu prends un peu d'eau. Ouais. C'est intéressant parce que, je trouve que ça va te faire réfléchir sur ton modèle des synchros là. Ah oui, finalement, en disant il a fait quelque chose, donc il était un peu en faiseur, mais en disant finalement plutôt en revendiquant, enfin en demandant, pas vraiment une revendication, mais en demandant quelque chose, mais tu as quand même fait quelque chose après avoir pensé. Oui. Et finalement, tu te retrouves à avoir inspiré, à avoir facilité, tu as dit, des canaux justement de contact avec des personnes. Et maintenant, je vois le 5e rôle, c'est le coordinateur, et c'est peut-être la question, c'est dire que faire maintenant? Alors maintenant, c'est la magie de la suite en fait. C'est que de facto, vu que tous ces groupes qui ont soutenu ce que je faisais se sont spontanément organisés, ils existent toujours, ils sont déjà en train de travailler pour préparer la suite concrètement. Donc des stratégies, des objectifs pour l'année prochaine. C'est assez curieux parce que j'ai jamais vécu ça, mais c'est réellement là maintenant la naissance de un mouvement de personnes dont une grande partie ne s'était jamais envisagée militante ou activiste avant aujourd'hui, concrètement, et qui se sont tout soudain impliqués dans une entreprise qui se donne pour objectif de effectivement faire basculer la Suisse dans un état exemplaire vis-à-vis de l'évitement de la catastrophe climatique qui vient. Et donc là, c'est work in progress aussi, l'équipe stratégique est en train de réfléchir. Mais quelque chose est lancé, quelque chose qui a l'avantage de ne pas avoir d'historique, en fait, je m'en rends compte aujourd'hui, parce que je vois d'autres groupements activistes, par exemple, sont dans un état d'introspection très profonde suite à ce que j'ai fait, parce que ça remet en cause tous les modes d'action qui ont été entrepris jusqu'à présent, et leur efficacité concrète. Et en même temps, cette volonté de discuter avec tous les acteurs pour maximiser la capacité d'action concrètement. Parce que certains groupes sont spécialisés, hein, si je pense à XR typiquement, qui ont sont spécialisés dans des disruptions de blocage non violentes. Il y aura des syndicats qui seront intéressés à faire des grèves. Il y a la grève du climat qui pourrait être intéressée à faire des grèves illimitées, qui je pense sont les seules qui ont une efficacité concrète. Qui est-ce qu'on a d'autre comme amis dans la question? Après, il y a tous les parents, grands-parents, etc., etc. Et toute cette population de gens qui faisaient partie de rien et qui sont vraiment venus m'accompagner en fait dans cette aventure.
c'est un moment pour moi intéressant parce qu'en plus, j'ai la conviction intime que si quelqu'un peut faire bouger le cocotier, c'est ma génération, un peu plus vieux, un peu plus jeune, parce que c'est nous qui tenons l'économie, c'est nous qui faisons tourner la machine concrètement. Et j'ai toujours été heurté d'entendre des gens de ma génération dire l'espoir qu'ils avaient en voyant le courage de la jeunesse, parce que c'est une déresponsabilisation immorale et scandaleuse dans mon sens. Et aussi moraliste et que je puisse être par rapport à ça, ça a tapé juste. Il y a vraiment des adultes qui se sont reconnus comme adultes et veulent prendre à présent leurs responsabilités. Donc ça va être la base d'un nouvel acteur dans la scène du changement climatique en Suisse et qui, j'espère, fera des émules à l'étranger, dans le sens où déjà des groupements sont en contact avec nous dans d'autres pays. Et ça va être la bataille du millénaire, hein. Il faut y aller maintenant, il n'y a que ça à faire, hein. Je ne vois pas d'autre intérêt aujourd'hui. Et curieusement, c'est totalement irrationnel, hein, mais quand je me suis assis sur cette place, j'avais la certitude que tout se passerait au mieux. Même si ma mort était nécessaire, ça serait au mieux. Et là, aujourd'hui, j'ai espoir qu'on est en train de se mettre en branle pour aller au mieux. Et à une échelle qui grandit petit à petit et qui dépasse le cadre de la Suisse. J'étais vraiment étonné de voir à quel point cette histoire intéressait à l'étranger. Et c'est extrêmement positif, ça ne donne plein d'espoir en fait. Et d'énergie pour la suite. On est parti pour the long haul. On se réjouit de voir ça. Oui. Je vais peut-être juste donner un petit dernier mot, une petite question en fait à Arthur. Tu parles de bataille. Je vais citer quelqu'un qui m'est très cher, qui était un peu mon mentor, le professeur Lucien Yves-Mestre, qui utilisait un terme que j'aime beaucoup, parce que quand on parle de bataille, on voit une confrontation et on est dans une période où il faut construire ou reconstruire. Mais il faut aussi déconstruire certaines choses et lui était un adepte de ce qu'il appelait la démolition constructive. C'est-à-dire que si je démolis, je ne peux démolir que si j'amène quelque chose qui construit autre chose. Et on voit que ces actions, et dans l'histoire de l'environnement, hein, de manière générale, l'humain n'a bougé que suite à des violences. Alors des violences qui étaient des catastrophes, on appelle ça comme ça, hein, des catastrophes naturelles. Quand bien même, en fait, c'est un petit peu notre évolution qui pousse à ce que ces catastrophes arrivent. Et puis, ton action, elle a parfois été mentionnée comme violente. On parle d'action non violente. Et là, j'aimerais, pour un petit peu ce mot de la fin, demander à Arthur, comment est-ce que tu vois cette action par rapport à cette notion de violence, non-violence? Est-ce que c'est quelque chose qui est, enfin, dans les actions qu'on doit mener, est-ce qu'on doit aller vers quelque chose de plus sage, de moins sage? Comment est-ce que tu vois cette chose? Ouais, alors déjà, mettre le qualificatif de violent sur l'action de Guillermo, c'est un peu se foutre de la gueule du monde quand même. Voilà. Je ne t'ai pas vu détruire quoi que ce soit, je ne t'ai pas vu, voilà. Donc non, justement, la force de ce que tu as fait, parce que si quelqu'un avait fait la même chose, ça n'aurait peut-être pas eu la même force, c'est justement de faire quelque chose qui est excessif, qui va très loin. Alors, on pourrait parler de violence morale quelque part, bon, ouais, si on veut. Mais en tout cas, quelque chose d'extrême, de radical, de la part de quelqu'un qui est très sensé, qui est très posé, qui s'exprime bien et qui n'est pas un affolé de je ne sais quelle idéologie radicalisée. Voilà. Et c'est précisément ce contraste-là qui fait que ça marque. Et qu'on voit bien que c'est juste un père de famille qui aime ses gosses, qui en est amené à faire un truc dingue. Voilà. En tout cas, dans notre société à nous aujourd'hui, c'est dingue. Et c'est ça qui fait que tu es un héros. Non, c'est vrai.
rougir après. Ah ouais, ça te fait rougir, d'accord. On n'aime pas se l'entendre dire. Le héros, il y a une situation. Malheureusement, il y a des gens qui sont faits pour être des héros, mais ils n'auront jamais l'occasion. Mais il y a surtout beaucoup de gens qui ont l'occasion et qui ne feront jamais le pas, et qui ne seront jamais des héros. Et toi, ce que tu as prouvé, c'est qu'on pouvait être le héros de ces gosses, quoi. Et en fait, on a plus ou moins aujourd'hui tous l'opportunité d'être le héros de nos gosses. Voilà. Et on ne prend pas. On ne prend pas cette occasion. Elle est là. Elle est là. On a une chance incroyable, en fait. On peut être des héros. Et on ne prend pas cette occasion par lâcheté et par amour de ce confort dans lequel dans lequel on s'est piégé, en fait. Et la question, justement, c'est la grande question, c'est qui parmi les gens qui regardent, qui est aujourd'hui, qui a suffisamment de force morale pour sortir de sa zone de confort avant d'y être forcé. Parce que la zone de confort, on va en sortir. De force. Parce que c'est fini le confort. Pas demain matin, mais c'est fini bientôt. Voilà, plus ou moins vite, de manière plus ou moins graduelle, je ne sais pas, je ne suis pas Nostradamus. Ça risque de dévisser grave à un moment. Et on va, même en Suisse, même un pays comme la Suisse, on va souffrir. Ça va être terrible, il va y avoir des grosses pénuries, peut-être définitives de certaines choses dont on ne sait, sans lesquelles on ne sait pas vivre aujourd'hui. Et il va y avoir des disruptions écologiques, climatiques, patati, patata. Donc la zone de confort, on atteint sa limite. Bon, très bien. Alors est-ce qu'on attend que le pire arrive pour nous en extirper de force et sans nous laisser quelque choix que ce soit, ou est-ce qu'aujourd'hui on a ce courage de faire encore les choix qu'on peut faire, de sortir volontairement de sa zone de confort pour, à minima, ne serait-ce que ça, pouvoir se regarder en face et regarder ses gosses en face. Voilà. Donc ça, je pense que c'est un grand message dans ce que tu as fait. Voilà. Merci. Merci à toi. Merci Guillermo. Je ne sais pas si tu voulais un petit mot de la fin. J'aime beaucoup la phrase d'Arthur de dire qu'on a l'incroyable opportunité d'être les héros de nos gosses aujourd'hui, qu'il faut la prendre en fait. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Alors on va se quitter là-dessus et puis donner ce message et puis inspirer, on espère, tous ceux qui vont regarder cette vidéo. En tout cas, merci beaucoup à vous deux pour cette rencontre. Merci. Et à tout bientôt. Merci Dominique. Merci.